Voici la matrice hexagonale. Elle est constituée de traits périphériques, des traits cotés ici en bleu. Ces 6 traits cotés sont l'enveloppe de la matrice, son corps. Les traits diagonales en jaune rayonnent du centre. Ils constituent la structure interne qui relie l'enveloppe bleue au point d'origine central. Ces 3 traits diagonales sont alors comparables à l'esprit de la matrice, à sa lumière intérieure. Et enfin, les traits médianes en rouge ont une place intermédiaire entre le corps enveloppe et l'esprit lumière de la matrice hexagonale. À l'image du domaine émotionnel qui est entre les fonctions instinctives de survie, le corps, et la pensée rationnelle, l'esprit. Ainsi, dans la matrice, 3 niveaux se superposent qui seraient analogiques aux fonctions instinctives, émotionnelles et intellectuelles. Dans cette matrice, il y a 12 circuits possibles qui se rangent sur un cercle suivant leur longueur. Ces 12 circuits correspondent aux 12 signes du zodiaque. Ces 12 signes hexagonaux contiennent un alphabet de 20 lettres. Une lettre étant 3 traits qui se suivent. 3 côtés qui se suivent est la lettre A. Dans le Capricorne et le Verseau, A débute l'année solaire. Ces 3 traits concentrent un petit triangle. La lettre K est en effet la plus concentrée des consonnes occlusives. La lettre M est massive, c'est la matrice. Elle se trouve dans les 2 signes de Vénus, donc féminin, la Balance et le Taureau. La lettre T est verticale comme un poteau. Elle se place dans le signe solaire du Lion. Cet axe est de nature masculine. On la retrouve donc aussi dans le Scorpion, signe de Mars et symbole du sexe masculin. La lettre O est celle de l'admiration. Oh! Ronde comme un fruit doré. Il est porté par le signe solaire, le Lion, et par la vache nourricière, le signe du Taureau. La lettre N est celle de la négation. Non. La négation est le résultat d'une comparaison alors effectuée par la Balance. Elle se place dans l'automne, saison qui s'enfonce dans l'ombre de l'hiver. La négation est de nature rebelle, comme le Scorpion qui porte le N. La lettre V est celle du vent, des courants d'air qui marquent une instabilité. Ainsi, elle se place dans les 2 seuls signes dépourvus d'axe de symétrie. Le Bélier est un signe de Mars, d'action spontanée, et la Vierge est un signe de Mercure, dieu des mouvements et des échanges, comme le vent. La voyelle OU exprime un tunnel dans la profondeur. Ouh. Elle est très présente dans les poissons, signes des océans. La lettre P exprime la piqûre. Elle est donc de nature pénétrante, masculine. Cette pointe P domine dans le Bélier, sortant des profondeurs OU. La lettre P exprime aussi une pince. 2 P forment la paire de pinces du crabe, l'animal du Cancer. S est la lettre du serpent. Les poissons en effet serpentent en sillonnant les océans. La Vierge est associée à la maîtrise du serpent.
Les poissons et la Vierge portent donc la lettre S. Zzz est une sonorité électrique. La lettre Z se place dans le Sagittaire, signe de Jupiter, dieu du tonnerre. L'éclair est rapide comme une flèche. Cette flèche Z atteint le serpent S, dans le signe de la maîtrise du serpent, la Vierge. La lettre I se dresse comme un I. Elle est dans le signe de l'innovation, de celui qui tente sa chance, le Verseau. Et bien entendu, elle est aussi dans le signe de Mars, le Bélier. I est en effet une voyelle pénétrante, telle une pointe qui raye un carreau avec le bruit strident. La lettre J est souvent associée au I. Le J est un I émoussé, adouci. C'est pourquoi la lettre J est dans le signe de Vénus, de l'amour, le Taureau. Le son J fait saliver. La salive est une émulsion comparable à l'écume des océans dans laquelle Vénus est née. La lettre L exprime un laisser-aller, un relâchement. Elle se place dans la moitié descendante du zodiaque, dans le signe de la Lune, le Cancer, associé à l'accouchement, et dans le signe d'air de la Balance, de la sensibilité artistique. La lettre B, au contraire, exprime une tension interne, un ballon bien gonflé. Ainsi la Balance est entre le relâchement L et la tension B. Par contre, le Sagittaire exprime cette tension B en bandant son arc. La lettre D est rigide. Elle semble assise sur la base cubique du Taureau. La lettre D structure dans la Vierge le vent fou, la lettre V. Le son « est » exprime l'agressivité. La lettre « est en effet exclusive au Bélier, signe de Mars, dieu de la guerre. La lettre G, qui se prononce G, est celle des grandeurs, de l'envergure. Elle donne au Scorpion une allure d'aigle. Ce signe est en effet associé à l'aigle. La lettre F est essoufflante. Elle exprime l'effort, l'action difficile, l'agressivité des flammes. Ainsi, elle est dans les deux signes de l'action de Mars, le Bélier et le Scorpion. R est la lettre du roi. Elle culmine au sommet du zodiaque, au solstice d'été. La lettre R se tient bien debout avec les Gémeaux, à droite. Et elle est basculée en roulé-boulé, à gauche, avec le Cancer. Voici donc 20 possibilités de 3 traits consécutifs dans la matrice hexagonale, comparables à 20 lettres. Ces lettres hexagonales se rangent en 3 familles. Les contenantes contiennent le son comme les voyelles, et les lettres M et L. Les consonnes occlusives structurent le son. Elles sont dites brèves, comme un point de croisement. Les consonnes fricatives sont une friction de l'air. Ce frottement est un va-et-vient qui donne une forme en zigzag. Une lettre est commune à 2 signes. Elle forme alors un pont entre ces 2 signes. Il en découle un schéma global qui décrit les ponts lettres entre les 12 signes. Il s'appelle l'organon. L'organon est le seul schéma possible pour montrer ces réseaux de lettres entre les 12 signes de façon claire. L'organon est longuement expliqué dans d'autres vidéos.
En attendant, on peut juste dire qu'il fait fortement écho à l'arbre des séphirotes des Hébreux ou à l'arbre Yggdrasil de la tradition nordique. Seule la tradition chinoise, l'écriture, et notamment le système des trigrammes, serait née de l'observation d'une carapace de tortue. Un hexagone est en effet curieusement bien dessiné au milieu. Toutes les tortues présentent invariablement ce dessin géométrique. L'axe central est une suite de 5 hexagones. De part et d'autre de cet axe, il y a 8 pentagones. Le tout est entouré de 24 trapèzes comparables à 24 lettres d'un alphabet placé en forme de roue, ce qui fait écho à la rota, qui donne le tarot, lui-même étant un alphabet de 22 cartes. Les 5 écailles hexagonales de l'axe auraient pu suggérer la doctrine des 5 éléments chinois. On peut y placer ici les 5 possibilités dans un hexagone de 3 traits indépendants. Voici dans l'organon comment se répartissent les figures de 3 traits indépendants. La simplicité de ce tritrait contient tout, comme la Terre. Le Capricorne en haut est alors constitué que de cet élément terre, le Capricorne étant un signe de terre. Le Taureau en bas, à gauche, est un signe de terre fixe. Le feu est rayonnant comme un soleil. Le Lion central est un signe solaire. Il porte donc le feu. Le Scorpion est un signe d'eau, mais ceci est très controversé par les astrologues. Le Scorpion est en effet un animal de la sécheresse. En fait, ici on s'aperçoit qu'il serait plutôt un signe de fournaise, des feux infernaux des profondeurs. L'eau courante est représentée couramment par des traits parallèles. Le Poisson, en bas à droite, est le signe d'eau par excellence. Il est en effet constitué que de l'élément eau. La Vierge serait une nymphe, une danseuse des rivières. On peut s'étonner de la présence de l'élément eau dans le Bélier, en haut à droite. En fait, le Bélier débute le printemps, avec la montée de la sève, de l'eau dans le bois. On verra d'ailleurs qu'il est aussi constitué de l'élément bois. Le métal fait miroir à l'eau. Le métal est un liquide figé. Sa forme de grille montre son pouvoir immobilisant, coagulant. La Vierge en bas, au centre, est d'eau et de métal. Une eau métallique en somme, comme le mercure. Or la Vierge est un signe de la planète Mercure, associée au mercure métallique. La Vierge est en effet un signe de terre mutable, comme le métal serait une terre sujette à fondre. La flèche de Jupiter est de métal. Le Sagittaire n'est constitué que de l'élément métal. Le métal est en effet très bon conducteur de l'électricité, de la foudre du dieu Jupiter. Le feu du Sagittaire est donc électrique. La stabilité métallique renforce la terre du Taureau, faisant de ce signe vraiment celui de la stabilité. Le métal dans la balance lui apporte sa stabilité. L'élément bois est le plus présent. Il est représenté ici par une base terre, les racines, surmontées d'une croix, les branches qui se croisent. En Chine, le bois est associé au vent, à l'air. Les 3 signes d'air, soit de haut en bas, le Verseau, les Gémeaux et la Balance, sont constitués de l'élément bois. Le bois est associé à droite au signe de Mars.
avec l'eau dans le bélier et avec le feu dans le scorpion. L'eau nourrit le bois, et le bois nourrit le feu. Le cancer est un signe d'eau, ceci sûrement parce qu'il est associé à la lune, et que la lune préside aux marées. Cependant le crabe est un animal semi-aquatique. Il n'hésite pas à faire des bulles d'air, référence à l'élément bois, pour rester hors de l'eau, certains étant même capables de grimper dans les cocotiers. Les poissons ne vivent que dans l'eau, le crabe vit entre l'eau et l'air, et le scorpion est adapté au climat très sec. Ainsi la progression des signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, décrit un assèchement progressif dans l'évolution de l'année. L'eau des poissons produit le bois du cancer, et le bois du cancer produit le feu du scorpion. Ces trois animaux ont un point commun. Ils ne sont pas des mammifères comme le bélier, le taureau et le lion. Ce cycle des éléments est transposable dans les 4 orientations ainsi que dans le cycle journalier. La terre est celle qui nous porte. Elle est au centre. Le feu du soleil est au sud. L'eau s'infiltrant dans les profondeurs est associée au nord. Le dynamisme de croissance du bois va de l'eau au feu. Il est à l'est, au levant. Le bois flotte. L'inertie du métal fait retomber le soleil sous l'horizon. Il est à l'ouest, au couchant. Le métal coule. L'axe central, eau, terre, feu, est constitué que de côtés et de diagonales, donc dépourvu de traits médianes du domaine des émotions. Cet axe vertical est donc rigoureux, sans émotivité. La terre et le feu sont uniformes, composés de 3 traits identiques. Ils ont 3 axes de symétrie. De même nature, ils s'attirent selon la doctrine « le feu nourrit la terre ». La terre fixe le feu. Voici le lion, le signe de feu fixe. Ce lion solaire surplombe l'océan des poissons. La ligne d'horizon droite-gauche rassemble les éléments porteurs de traits de la trame intermédiaire de la matrice, du domaine émotionnel, sensible. Leur réunion forme la balance, signe féminin de la sensibilité émotionnelle. La balance est un signe d'air. Elle se place entre l'océan des poissons et le soleil. Le symbole traditionnel de la balance, en lettre oméga, représentant justement une bulle d'air qui s'échappe de l'eau. La lettre hexagonale N s'étire en formant les plateaux de la balance. La lettre N en hiéroglyphe égyptien est représentée par la surface de l'eau en multiples vaguelettes. N plane au-dessus de l'eau. N est sa surface en vaguelettes. Le dieu égyptien Noun, avec les lettres N et Ou, est l'océan primordial. La balance porte ces 2 traits parallèles. Nous verrons qu'ils désignent le lac, la mer. Une fois le lac enlevé de la balance, il reste 4 traits médianes. On retrouve ces 4 traits médianes dans le cancer, le signe lunaire en forme de barque, la fameuse barque solaire de la mythologie égyptienne. La lune absorbe le soleil. Elle s'en nourrit pour donner la matrice complète. Dans l'élément hexagonal terre, il y a 2 traits cotés qui correspondraient alors au trigramme terre, représenté en haut à gauche. Ce trigramme est entièrement composé de traits interrompus, de valeur yin, passive. Ainsi le trait coté est yin. Dans l'élément hexagonal feu, il y a 2 traits diagonales qui correspondraient alors au trigramme ciel.
Ce trigramme est entièrement composé de traits pleins, de valeur yang, active. Ainsi, le trait diagonal est yang. Dans l'élément hexagonal O, il y a deux traits cotés qui correspondraient alors au trigramme O. Il y a aussi une diagonale et un côté. Voici une étendue d'eau correspondant au trigramme lac. Dans l'élément hexagonal métal, il y a un trait médiane qui croise perpendiculairement une diagonale. Cette croix latine couchée est le tonnerre, le choc électrique qui nous conduit au trigramme de l'éveilleur. Dans le métal, il y a aussi deux médianes verticales, au pouvoir immobilisant, comme deux murs. C'est le trigramme montagne. Dans l'élément hexagonal bois, il y a deux traits médianes qui correspondraient alors au trigramme feu. Le bois produit le feu, celui qui réchauffe, celui des émotions. Le bois contient aussi le vent. Le vent est dispersant, comme ces deux traits particulièrement désaxés. La logique de construction entre les trigrammes chinois constitués de trois traits et les bitraits hexagonaux est identique. Les trigrammes chinois s'organisent sur une roue appelée pakwa. Voici le pakwa fui. Le ciel est en haut, en opposition avec la terre. Le feu est à gauche, en opposition avec l'eau. Si on remplace les trigrammes par des bitraits, il apparaît une logique de complémentarité. Le ciel est yang. Il est un croisement de deux diagonales rayonnantes. Tandis que la terre est yin. Elle est ouverte pour recevoir le ciel. Comme le ciel, le feu est yang. Son croisement, comme celui du ciel, symbolise l'actif, le yang. Il s'assemble avec l'eau surnommée la dangereuse insondable sortant d'un gouffre. On retrouve ce vide inquiétant dans ce bitrait. L'eau est yin, ces deux traits cotés sont dissociés, comme ceux de la terre. Comme le feu et le ciel, le tonnerre est croisé. Le tonnerre est donc yang, actif. Contrairement au feu et au ciel, le tonnerre n'a pas de symétrie verticale. Il s'assemble parfaitement dans ce quadrilatère en cerf-volant avec le vent qui le complète par sa nature yin. Le tonnerre et le vent sont des phénomènes météorologiques, turbulents, ce qui explique leur absence de symétrie statique, à axe vertical. La montagne est surnommée l'immobilisation. Elle rejoint le lac qui est en somme une accumulation d'eau, une immobilisation d'eau. Le lac n'a pas de croisement, mais il a une diagonale. Il en a la qualité du ciel, le yang absolu, lequel a deux diagonales. Le lac est donc yang. Ainsi, comme le croisement, la diagonale est la marque du yang. En effet, une diagonale est rayonnante, donc active comme l'esprit, tandis que le trait coté est contournant, contenant, donc passif, comme l'inertie du corps. Le ciel est le yang absolu. Ainsi, il est composé de deux traits diagonales croisés. La terre est le yin absolu. Ainsi, elle est composée de deux traits cotés non croisés. Voici un autre pakwa, celui du roi Wen. Ce pakwa exprime le cycle de la journée. Le haut correspond au sud, là où le soleil est culminant, c'est le feu. Puis le soleil se couche à l'ouest, à droite, dans le trigramme lac. La nuit est associée au nord et à l'eau, l'inquiétant insondable des gouffres. L'eau placée au nord est donc en opposition au feu du sud.
La partie gauche est dynamique, puisqu'elle représente l'Est, avec la levée du jour, constituée de l'éveilleur, le tonnerre, et du vent. Les 2 trigrammes des perturbations atmosphériques, donc de nature dynamique. Voici une incroyable coïncidence. En suivant le sens de rotation du Pakoua, les bitraits de l'espace bleu vont du feu Yang, croisé, au lac. Or, ces 3 bitraits se complètent parfaitement dans ce quadrilatère en forme de barque. Il y a exactement le même phénomène pour les 3 bitraits du bas, partant du ciel Yang à la montagne Yin. Même chose pour le tonnerre vers le vent. Nous avons ainsi réuni les 8 bitraits en 3 quadrilatères différents, ceux de la matrice. Pour chaque tiers, le départ se fait par un bitrait croisé. Dans le Yiking, les trigrammes s'assemblent par paires, formant des hexagrammes. Voyons plusieurs exemples. Le lac avec le feu donne l'opposition, formant une figure à 4 traits. La matrice hexagonale trace avec le lac et le feu la lettre N, lettre de la négation. L'opposition est bien un refus. Le ciel surmonté du feu donne le grand avoir. Dans la matrice, le grand avoir réunit la lettre de la grandeur, le G, et la lettre du refus, donc de l'intelligence et de l'exigence, le N. Le son Gene donne des mots comme génie, gnose, gnawi en berbère, des mots qui font référence à des grands mages qui ont une grande connaissance. Le grand avoir serait donc une grande connaissance, celle d'un magicien. L'aigle du scorpion serait le symbole impérial du grand avoir. Le tonnerre et le feu donnent l'hexagramme mordre en travers. Le Yiking y décrit un objet indésirable entre les dents qu'il faut éliminer. Ce livre explique qu'il faut appliquer sans hésitation la sentence prononcée par la justice. On retrouve la lettre bien gonflée et sûre d'elle, la lettre du bien, le B, et la lettre de l'opposition et du refus, le N. Mordre en travers signifie en effet refuser le mauvais pour accomplir le bien. Fait incroyable, B et N sont dans la balance, signe de la justice. Le tonnerre est fréquent dans la montagne. La montagne enferme l'orage entre ses parois vertigineuses. Voici l'hexagramme, la commissure des lèvres, insistant sur la fermeture hermétique de la bouche. Cet hexagramme fait écho au précédent. La bouche bien fermée et hermétique évoque évidemment la lettre B, que l'on prononce en gonflant les joues. Ainsi, on garde le bon en soi. Ce bon serait une énergie pure, raffinée. Celle du Z de la lettre Z, en opposition à celle du serpent venimeux, S de la lettre S. L'abeille fait bzzz en volant. Dans l'espace fermé du B résonne la vibration de l'éclair Z. Regardez l'espace bien enfermé de cet hexagramme. Le Sagittaire est le seul signe indépendant de l'hexagone périphérique. Il est comme une abeille dans son alvéole. Le trigramme du vent est assimilé au bois. Ici, il est dominé par la montagne. Cet hexagramme décrit des arbres dans un ravin, cassés par des chutes de pierres et qui pourrissent dans l'ombre humide. Ce qui est corrompu est mal, mélangé. Ainsi on retrouve ces 2 lettres, M et L, de la maladie. Ce qui est corrompu doit être jugé pour être soigné. Et, ô surprise, la balance apparaît pour cet hexagramme. C'est là que l'on peut mesurer la cohérence entre la matrice hexagonale et le Yiking. On devine que le ciel, surmonté du tonnerre du dieu Jupiter, exprime la puissance du grand.
alors la lettre de la grandeur, le G, apparaît. Voici l'aigle impérial du Scorpion. Ces quelques exemples démontrent une adéquation entre la matrice hexagonale et le Yiking. Cependant, les figures hexagonales à 4 traits sont plus descriptives graphiquement que la simple superposition de 6 traits des hexagrammes, qui ressemblent au mode binaire fait de 1 et de 0 de nos ordinateurs. 2 bitraits construisent une figure hexagonale à 4 traits, comme 2 trigrammes chinois construisent un hexagramme. Mais au fait, combien y a-t-il de possibilités de figures à 4 traits dans les 12 signes? Je vous le donne en 1000, il y en a exactement 64, comme les 64 hexagrammes. Les voici. Il est intéressant de noter que ces 64 figures à 4 traits établissent des correspondances entre les 64 hexagrammes, les 20 lettres et les 12 signes du zodiaque. La matrice hexagonale englobe ainsi le Yiking dans un système symbolique plus vaste. Elle fait le lien entre l'Occident et l'Extrême-Orient. Comme pour un hexagramme, une figure à 4 traits est susceptible de mutation. La matrice hexagonale est mouvante, comme le montre cet exemple où mordre en travers devient la commissure des lèvres. Dans la matrice, il y a des milliers de compositions possibles qui sortent des rails des 12 signes. En voici un exemple particulier. On peut la décomposer en éléments feu et capricorne, ou en éléments terre et lion, ou même en éléments eau et poisson. Dans cette figure à 9 traits, on peut lire 10 hexagrammes. Les voici. Ici nous avons le trigramme terre. Au-dessus se place un autre trigramme terre. Cet hexagramme terre-terre s'appelle le réceptif. C'est la terre ouverte, qui contient tout. La figure hexagonale est constituée de 2 lettres A. La voyelle la plus ouverte, la plus détendue et passive à l'image de la terre réceptive. Voici le Capricorne, signe de terre. Voici encore la terre, cette fois-ci surmontée de l'eau. L'eau est reçue par la terre qui la contient. C'est le rassemblement. Voici encore la voyelle A. L'eau prise dans son absolu. L'eau provoque une inondation. C'est l'hexagramme du danger, de l'inconnu, l'insondable. La figure hexagonale est à cheval entre la terre du Capricorne, froide mais rassurante, et l'immensité des océans sans limite des poissons, le symbole de l'infini. L'eau sous le ciel donne l'hexagramme le conflit. En toute logique, on découvre dans la matrice, pour le conflit, la lettre tortueuse du serpent, le S. On voit dans ces 4 hexagrammes rassemblés par la matrice hexagonale une certaine logique. Leur signification reste dans un domaine bien déterminé. Elle relate une ouverture innocente de la terre qui devient dangereuse. Poursuivons. Le ciel surmonté de la terre exprime le mariage de ces 2 grands antagonistes. C'est la paix. Cette paix donne fin au conflit du serpent S en établissant une relation entre les poissons insaisissables et la fixité royale du soleil, le signe du lion. Le lac devient tranquille sous la loi du ciel. C'est la bonne marche, la bonne conduite. Se tenir bien droit et bien vertical, comme la lettre T, qui est celle de la loi. Respecter la loi, être dans le droit, être dans l'axe vertical, maintient la paix. Lorsque la terre est assez forte pour porter le lac, les inondations sont contenues. C'est le recueillement. Ce recueillement se fait dans un cercle. La forme hexagonale trace la lettre O du rassemblement admiratif. Oh!
La sonorité Om favorise la méditation, le recueillement. Le lac alimente un deuxième lac selon le Yiking pour l'hexagramme le joyeux. Ainsi le premier est régulé par le deuxième. Ils fonctionnent comme des vases communicants. La lettre de la conduction dans des canaux, le OU, conduit à d'autres canaux, à un autre OU. C'est la joie de l'eau courante entre deux réservoirs. Le recueillement méditatif O conduit à la joie OU avec l'onomatopée Waouh. Le lac est dominé sur ses côtés par la terre. C'est l'approche du rivage. On y retrouve la lettre OU. On imagine la joie du marin qui arrive au port. Le lac en bas contient une certaine quantité d'eau en haut. C'est la capacité, la limitation. Cette limitation apporte une pointe d'aspect négatif dans le joyeux sans limite. Serait-ce dû à l'apparition du serpent S, celui qui est, avec les lettres S et OU, sous les océans? Il est quand même troublant de trouver l'hexagramme la limitation dans le signe des poissons, signe de l'infini. Le mouvement infini des poissons aux 6 traits est rompu par la limitation aux 4 traits. La terre en bas et le ciel en haut donnent l'hexagramme la stagnation. Le Yiking y décrit le soleil qui semble fixe au-dessus de la terre, plombant, d'où le terme la stagnation. La figure hexagonale à 4 traits rassemble les lettres T et O, le poteau T et le fruit rond O. L'arbre porteur de fruits est en effet statique. Ainsi on a le signe de feu fixe, le lion, le roi qui reste figé sur son trône, ou l'empereur de Chine qui n'avait absolument pas le droit de quitter le palais impérial. Il est évident qu'il y a une relation entre la limitation et la stagnation. On devine que la limitation est une frustration nécessaire au monde illimité des poissons, tandis que la stagnation est un aboutissement dans lequel le roi soleil doit assumer sa responsabilité, y stagner en quelque sorte. Comme vous venez de le voir, les 10 hexagrammes contenus dans ce signe hexagonal à 9 traits tournent autour d'une même idée. La matrice hexagonale offre donc une grande cohérence de sens, suivant l'harmonie de sa forme. Ce signe d'allure parfaite est décomposable en 3 lettres. Ici en 3 S, qui tournent indéfiniment autour du centre. Ici en 3 OU, comme des chemins qui se succèdent sans fin. S et OU donnent la sonorité SU. SU représente, dans le kototama japonais, le son primordial. Dans la matrice hexagonale, SU est justement associé à l'océan infini des poissons. Mais dans ce signe aux 6 triangles, il y a aussi les lettres T, A et O, ce qui donne évidemment le mot Tao, le Tao de la tradition chinoise. La voie du Tao serait alors en relation avec le chemin OU sinueux du serpent S. Ces lettres T, A et O semblent statiques avec leur axe de symétrie verticale, en contraste avec la rotation sans fin des lettres S et OU. On devine que le Tao, de par sa stature verticale, ne se laisse pas emporter par les vagues de l'océan primordial, par le sou, par le souffle. Pourtant, les lettres T, A et O sont complètement immergées dans cet océan porteur des lettres S et OU. Cela résume assez bien l'esprit du Tao. Être dans le tourbillon serpentueux sous, tout en restant libre. Ceci grâce à la vacuité du Tao. La voie du Tao est l'immobilité dans la turbulence. Maintenant à vous de jouer.
Vous pouvez construire d'autres signes complexes et vous amuser à en déchiffrer le sens. Comme ceci par exemple. Bon courage. Comme vous le devinez, les possibilités de la matrice sont infinies, tout en restant compréhensibles. Elle est comparable à un grand jeu qui répond à des règles. Comme tout jeu, on peut s'y perdre, mais on peut aussi s'y retrouver. C'est la voie du Tao.